Ils sont à chaque fois passés sans trop qu'on sache comment. Ils ont vu la mort en face plusieurs fois. Ils se sont sortis de bourbiers exceptionnels et se retrouvent dans un dernier carré pour savoir qui sera le finaliste avec le parcours le plus insensé de l'histoire de cette compétition. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver pour la deuxième preview de ces demi-finales de Coupe du Monde. On a déjà fait ce France-Espagne, les deux meilleures équipes du monde qui s'affrontent pour une place en finale, le remake de la demi-finale de l'Euro 2024. Énormément d'histoires à raconter autour de ce match. C'est aussi le cas pour cette Angleterre-Argentine. Peut-être moins alléchant sur le papier, peut-être une moins bonne demi-finale en termes de niveau. Et pourtant, ces deux équipes ont vécu une Coupe du Monde tellement folle en termes de scénario que je me dis que ça peut que donner une demi-finale exceptionnelle, historique, mythique. Et il y a tellement d'enjeux autour de ces deux équipes. Ça va être top. Ça va être top. On a un dernier carré très intéressant, peut-être un petit peu déséquilibré en termes de niveau d'un côté par rapport à l'autre, ce qui ne va pas nous empêcher d'en profiter. C'est des demi-finales de Coupe du Monde, c'est les 4 premiers au classement FIFA, c'est les 4 grands favoris qu'on pouvait désigner avant la compétition. Toutes les têtes de série sont au rendez-vous pour aller chercher ce titre. Et il y a tellement d'histoires. La France est une 3e étoile, l'équipe la plus régulière de ce 21e siècle. L'Espagne, pour y retourner 16 ans après, pour faire le doublé Euro-Coupe du Monde, offrir l'Euro et la Coupe du Monde à Lamine Yamal à seulement 19 piges. L'Angleterre 60 ans après. Est-ce que l'Angleterre va y arriver? Puis l'Argentine de Léo Messi. Est-ce que l'Argentine va faire le doublé? Est-ce que l'Argentine de Lionel Scaloni va ancrer son cycle absolument légendaire entre les Coupes du Monde et les Copa América? Il y a plein d'histoires autour de ces 4-là. Et on va s'intéresser aux deux derniers, l'Angleterre et l'Argentine. L'Angleterre qui veut aller la chercher 60 ans après, l'Argentine qui en a pris 3 sur les 50 dernières années, qui veut aller chercher sa 4e, la 2e pour Lionel Messi, la 2e pour cette génération qui pourrait être une génération absolument légendaire. On va revenir en détail sur ce match. Je vous ai préparé 2 grosses clés du match, des datas, des images de match aussi qu'on va pouvoir analyser tactiquement, les 2 joueurs à suivre pour plusieurs raisons, le prono en fin de vidéo. Commençons déjà par le petit historique. Ces 2 équipes qui se sont pas mal rencontrés en vrai, dont 5 fois en Coupe du Monde et sur des parcours qui ont marqué l'histoire de ces 2 pays, puisque l'Angleterre en 66 affronte l'Argentine en quart de finale et ça va lui permettre d'aller au bout, d'aller décrocher sa première et sa seule Coupe du Monde jusqu'ici, avec un but de Geoffrey Hurst, l'autre homme qui mettait des triplés en finale de Coupe du Monde. C'était bien lui qui avait déjà éliminé l'Argentine avant de mettre ce triplé en finale face à l'Allemagne de l'Ouest. Et puis l'Argentine en 86, pareil, en quart de finale, qui avait éliminé l'Angleterre sur un doublé de Maradona, la plus grande Coupe du Monde d'une individualité, peut-être avant le Lionel Messi 2026. Ça sera aussi un enjeu de cette demi-finale de Coupe du Monde. Et l'Argentine était allée remporter sa 2e Coupe du Monde en 86 grâce à Diego Maradona, en l'emportant face à l'Argentine, face à l'Angleterre, en quart de finale. Et puis, la dernière rencontre remonte. Ça fait 24 ans que ces 2 équipes ne se sont pas affrontées en Coupe du Monde. C'était en 2002, seulement sur un match de groupe qui avait en partie condamné l'Argentine. Il y avait du beau monde sur le terrain. C'est David Beckham qui avait marqué, mais je me suis refait la compo tout à l'heure. Tu avais du Michael Owen, du Batistuta, du Ashley Cole, du Paul Scholes, du Walter Samuel qui sera dans le staff argentin, Mauricio Pochettino. Bref, il y avait pas mal de beaux petits mondes sur cette pelouse. Et ça sera le cas aussi en 2026. Voici les 2 derniers 11 de départ avec quelques incertitudes. Côté argentin, il y en a beaucoup des certitudes pour le coup. La seule, c'est est-ce que tu pars avec Lautaro Martinez ou Julian Alvarez? Vu ce qu'a fait Julian en quart de finale, je pense que Lionel Scaloni va repartir avec Julian Alvarez. Côté anglais, on sait que Declan Rice s'est diminué par un virus. Il est sorti à la pause en quart de finale. Est-ce qu'il sera remis? À voir, on n'a pas encore les infos. J'enregistre 3 jours avant. Vous voyez cette vidéo le lendemain où je l'enregistre, donc peut-être que d'ici là il y aura des infos autour de Declan Rice, mais je suis pas sûr. Et puis ce côté droit, est-ce que tu pars avec Kansa? Est-ce que tu mets un Jet Spence qui a fait une top entrée à gauche, qui peut aussi jouer à droite? Est-ce que tu pars avec un John Stones s'il a occupé ce poste? Il y a beaucoup d'incertitudes autour de ce couloir droit. Kansa est en difficulté face à Childeroup et puis Noni Madueke. Là je pense qu'on peut d'ores et déjà le barrer, vu l'entrée de Bukayo Saka, vu les perfs de Noni Madueke sur cette Coupe du Monde. Je pense qu'on peut partir avec un Bukayo Saka sur ce quatuor offensif Bellingham, Kane, Anthony Gordon. Voilà pour les possibles 11, les compos probables du côté des 2 équipes qui ont, on l'a dit, vécu une Coupe du Monde
absolument insensé. Commençons par peut-être le parcours le moins irrationnel et qui l'est pourtant énormément. Angleterre-Congo. L'Angleterre menait 2-0 jusqu'à la 70e de mémoire qui renverse le match grâce à un doublé d'Harry Kane. Mexique-Angleterre, peut-être le plus grand match jusqu'ici de cette Coupe du Monde, à l'Azteca, sous des trompes d'eau. L'Angleterre réduite à 11 pendant quasiment toute une mi-temps, qui résiste au Mexique, qui avait fait un top match. C'est le match devant lequel j'ai le plus vibré. Quel match exceptionnel en pleine nuit, qui avait débuté à 4h du mat, qui avait été reporté à cause des conditions météorologiques, et ça a rajouté un truc. Et l'Angleterre s'en est sortie, et s'en est aussi sortie face à la Norvège d'Erling Haaland, dans un match encore compliqué, où Thomas Tuchel a détruit la performance de ses hommes, où Jude Bellingham lui a répondu. Et sacrée passe d'armes médiatique entre les deux. Je ne sais pas ce que ça signifie. On dit beaucoup que la vie de groupe dans cette équipe d'Angleterre est top. Attention à ce qu'il n'y ait pas de répercussions sur ces sorties médiatiques et la star de l'équipe qui s'oppose un petit peu à ce que dit son coach. Et puis de l'autre côté, que dire ? La phase de groupe avait été d'un calme plat, tellement tranquille pour l'Argentine, avant le triple séisme, le premier face au Cap-Vert, où l'Argentine est emmenée en prolongation par le petit poussé de cette phase éliminatoire. Et quel match du Cap-Vert. L'Argentine avait montré de premières faiblesses qu'on a revues face à l'Égypte. L'Argentine menait 2-0 à la 80e avant que Monsieur Léo Messi sorte la cape de super-héros. Et puis ce 3-1 face à la Suisse, grâce au carton rouge d'Embolo en prolongation, sur un match très 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 compliqué pour l'Argentine, où la Suisse a dominé cette équipe à 11 contre 11. On en a parlé, on a fait le débrief de ce match comme de tous les autres. Quel parcours, quelle phase éliminatoire ils ont vécu. Aucun match simple. À chaque fois, tu vois la mort en face, tu te dis que c'est peut-être les dernières minutes de cette Angleterre ou de cette Argentine en Coupe du Monde. Et à chaque fois, ces deux équipes s'en sortent, font respecter leur statut dans les résultats, pas forcément dans les contenus. Et va donc y avoir une vraie opposition. On a deux équipes qui mentalement sont exceptionnelles, qui arrivent à se sortir de ces bourbiers, qui ont des ressources mentales assez folles, une endurance mentale aussi pour s'en sortir sur des contextes de match très compliqués. Mais footballistiquement, il y a de vraies limites pour un prétendant à la victoire, et notamment sur la question du tempo. La bataille du tempo, ma première clé de ce match, qui va remporter la bataille du tempo? Et en vrai, c'est peut-être moins qui va remporter la bataille du tempo que à quel point l'Angleterre va remporter cette bataille. Parce que je ne vois pas cette Argentine en capacité de la remporter. On va en parler. Elle a perdu la bataille du tempo sur chacun de ses matchs face au Cap-Vert, face à l'Égypte, face à la Suisse. Mais à chaque fois, elle s'en est sortie par d'autres aspects. À quel point l'Angleterre est capable d'écraser l'Argentine sur la bataille du tempo pour pouvoir ressortir vainqueur de ce match, parce que cette équipe argentine, dès qu'elle rencontre une adversité avec de l'intensité, avec un pressing coordonné, avec une occupation de son propre camp, elle est en énorme difficulté à la ressortie de balle. Face à la Suisse, on en a parlé, mais la Suisse qui n'est pas un monstre de tempo, un monstre d'intensité, elle a élevé son curseur, elle s'est dit « Ok, c'est peut-être pas notre point fort », mais en fait, l'Argentine est tellement faible là-dessus qu'il faut aller jouer là-dessus, qu'il faut appuyer sur ce point faible, et la Suisse l'a très bien fait, a mis en grande difficulté l'Argentine dans l'intensité, dans l'impact, dans la capacité à élever le bloc, et l'Argentine en grosse galère pour ressortir, obligée d'allonger le jeu, de perdre des ballons dans des positions très dangereuses. Et ce losange suisse pour contrer, pour défendre sur ce losange argentin avait très 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 bien fonctionné. Obliger Emiliano Martinez à du jeu long, sauf qu'on l'a dit, quand ta pointe c'est Julian Alvarez et Léo Messi face à Akanji Elvedi, c'est pas un choix de jouer long, c'est une contrainte. L'Argentine contraint à jouer long par le bloc suisse, et regardez, ça va chercher Léo Messi de la tête face à Manuel Akanji. L'Argentine sans solution à la construction, à la ressortie du ballon. Très faible aussi en termes d'intensité sans ballon. Et tellement pas protectrice quand il y a des courses en face, quand il y a du mouvement. Ici, Nico Elvedi a la place pour avancer, va pouvoir trouver Djibril Sow sans avoir été attaqué. Djibril Sow avec de l'espace va frapper de loin. Ici aussi, ressortie de balle. L'Argentine essaye de mettre en place un semblant de contre-pression, mais c'est tellement suffisamment peu intense. On voit, il n'y a pas d'énormes courses. Regardez le body language ici des Argentins par rapport ici à la Suisse. Regardez comment c'est sur les appuis, comment c'est agressif sur le porteur, comment c'est concerné. Il y a un autre monde sur la capacité à contre-presser entre l'Argentine et les autres. Et on l'a bien vu,
Et ça s'expose. Ça s'expose énormément aussi en transition défensive, cette équipe argentine. Et ça offre des grosses situations à la Suisse. Et globalement, cette équipe argentine est une équipe de demi-terrain. On parle beaucoup de ça en NBA, en basket. Une équipe de demi-terrain, c'est une équipe qui mise tout sur l'attaque placée, la défense placée. Mais dès qu'il y a des questions de transition, que ce soit à la récupération ou à la perte, cette Argentine est tellement pas pertinente, a tellement pas les profils adaptés à un jeu de transition, ne peut pas attaquer la profondeur, peut difficilement aussi défendre des grands espaces parce que ta ligne offensive, notamment illustrée par Messi, manque de cet aspect pressing. Et ouais, l'Argentine est une équipe de demi-terrain et les adversaires se font un malin plaisir à l'exploiter sur tout le terrain. Le Cap-Vert, les meilleures situations, c'est quand ça récupère le ballon bas, qu'il y a des très bonnes ressorties de balles et que ça attaque la profondeur. Idem pour l'Égypte, c'est presque pareil pour la Suisse, qui là va attaquer la profondeur, va trouver Dan Ndoye, et là, très grosse situation de frappe. Heureusement qu'il y a un léger hors-jeu, mais ça se joue vraiment rien, et l'alignement est pas top du côté de l'Argentine. Et cette équipe manque cruellement de maîtrise. Ça, c'est face à la Suisse sur la première mi-temps. Quand ils sont 11 contre 11, la Suisse maîtrise, la Suisse domine, la Suisse prend la possession à l'Argentine et arrive à se montrer dangereuse sur cette possession. Ici, c'est la première mi-temps de prolongation face au Cap-Vert. L'Argentine n'arrive pas à avoir la possession face au Cap-Vert de Bobista, légende Bobista, mais n'arrive pas à avoir la possession face au Cap-Vert. Ouais, c'est une équipe en énorme difficulté face à un adversaire qui met de l'intensité, quand bien même cet adversaire est limité. Le Cap-Vert en avait été la preuve. Les mêmes séquences de pression après avoir orienté côté droit. Ici, ça oblige à du jeu long, ça récupère facilement. Pareil pour l'Égypte qui oriente cette pression côté droit, ça oblige à trouver du jeu long, ça sort sur Messi, ça récupère un ballon haut. Cette Argentine a montré de vraies limites face à des adversaires qui sont loin du niveau sur le papier de l'Angleterre, qui sont loin sur le papier d'être des demi-finalistes. Cap-Vert, Égypte, Suisse. Et la Suisse, on l'a dit dans le débrief, aurait pu aller chercher cette demi-finale. Mais sur le papier, c'est pas des équipes demi-finalistes de Coupe du Monde. Et l'Argentine a montré de vraies limites. Je veux bien que le Cap-Vert, l'Égypte et la Suisse aient fait de bons matchs et une excellente approche. Ils ont tous eu la même approche, globalement. Ce pressing orienté côté droit, cette intensité, ce bloc haut et la facilité qu'ils ont aussi de leur côté à ressortir le ballon. Je veux bien qu'il y ait 3 bons plans de jeu. C'est pas normal non plus qu'ils puissent autant te mettre en difficulté. C'est pas normal que l'Égypte mène 2-0 face à l'Argentine à la 80e. C'est pas normal que la Suisse domine l'Argentine en 11 contre 11. Il y a de vraies incertitudes, de vraies interrogations autour de cette Argentine. Et est-ce que cette Angleterre, qui n'est pas la meilleure équipe collectivement, mais qui a plus de qualité individuelle sur le papier que la Suisse, l'Égypte, le Cap-Vert, peut enfin punir l'Argentine, notamment en appuyant sur cette bataille du tempo. L'Argentine est une équipe exclusivement de tempo lent. L'Angleterre est plutôt sur cette Coupe du Monde une équipe de tempo assez lent, mais qui est capable de changer de tempo. L'Argentine n'est pas capable. L'Argentine, c'est full tempo lent. C'est une équipe de demi-terrain qui ne sait pas faire autre chose que des attaques placées, du jeu intérieur sur un tempo lent. L'Angleterre est peut-être capable de changer sa filière de jeu pour aller emmener l'Argentine sur une filière de jeu qu'elle n'apprécie pas. Et ouais, je suis allé voir les datas individuelles en mixant Argentine et Angleterre. Et clairement, l'Angleterre, sur les datas physiques, est très au-dessus de cette Argentine. Regardez, dans le top 10, en termes de distance parcourue, il y a 7 Anglais. Et dans le top 8, il y en a 6. Distance à haute intensité, c'est plus équilibré. Mais Bellingham met une vitesse à tout le monde. Distance en sprint, le top 5 est complètement anglais. Il n'y a que 3 Argentins dans le top 10. C'est une équipe qui est très au-dessus. Et encore, même si on prend les distances en sprint, le premier, Nico Gonzalez, c'est un remplaçant. Donc c'est à nuancer. Facundo Medina ne sera pas là. Le premier véritable titulaire argentin, il est 9e en termes de distance en sprint. Ouais, la question du tempo, du volume de jeu, de l'intensité, des kilomètres parcourus, elle est largement à l'avantage de cette Angleterre. Et cette Angleterre peut écraser le rapport de force là-dessus. Si la Suisse, l'Égypte, le Cap-Vert ont réussi à rivaliser dans le rapport de force avec l'Argentine, est-ce que l'Angleterre, avec ces joueurs-là, n'est pas capable de l'écraser le rapport de force quand bien même elle montre des limites footballistiques? Je crois que si, je pense que si. Et c'est véritablement ce qui me fait le plus peur avec cette Argentine unidimensionnelle et qui ne sait pas faire autre chose que le projet de jeu qu'on a présenté, dont on parle depuis des semaines, et dont ce même projet de jeu a été facilement et très très bien identifié par tous les adversaires.
grosse interrogation autour de cette Argentine là-dessus. C'est pas la seule, puisqu'il y a aussi ça. Deuxième clé, la bataille du coaching, la bataille des coachs et la bataille notamment de la lecture de match et de ce que tu fais pour impacter l'adversaire, pour changer le rapport de force s'il est en ta défaveur, pour tout simplement aller chercher la win. Et autant l'Argentine, on parle beaucoup de la force mentale et Léo Messi pour se sortir des bourbiers, autant côté anglais, on parle beaucoup de, oui, la force mentale, mais aussi des ajustements de ce bonhomme, Thomas Tuchel, qui dans la lecture de match est un coach brillant, peut-être le meilleur coach en plein match de cette Coupe du Monde, en tout cas celui qui fait les meilleurs ajustements, même si hier, il y a 2 jours pour vous, face à la Norvège, c'était pas excellent, mais on va en parler. Cet homme, quand il sort son petit calepin là, autour de la 60e, devient très 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 dangereux et le Mexique en a fait les frais. Le Mexique, qui avait toute une mi-temps quasiment à jouer face à l'Angleterre à 10 contre 11, n'a pas réussi à aller chercher cette Angleterre puisque Thomas Tuchel, qui a perdu un membre de son 4-2-3-1, 4-3-3, au lieu de passer à 5 ou de faire un 4-4-1 comme beaucoup, il est passé en 4-3-2, ce qui a surpris le Mexique, ce qui a débouché sur ce penalty, ce qui a offert le 3-1 à l'Angleterre. Il est aussi passé sur cette défense à 5-3-1 à partir de la 74e minute pour verrouiller totalement le match, protéger parfaitement sa surface. Et il y en a un qui symbolise tout ça, c'est ce bonhomme, Dan Burn, le super sub de Thomas Tuchel qui a joué 24 minutes dans cette Coupe du Monde. 2 passes réussies, 9 ballons dégagés. C'est le videur de surface, l'empêcheur de centre et l'homme qui repousse tout le danger qui l'approche. Quelle Coupe du Monde exceptionnelle du Dan Burn, qui a fait 24 minutes, mais je crois que c'est les 24 minutes les plus impactantes qu'on ait vues d'un joueur sur cette Coupe du Monde. Et il a encore ressorti. Face à la Norvège. On avait parlé de ce coaching et de l'évolution à chaque fois des systèmes, des animations, des hommes choisis. C'est très intéressant ce que fait Thomas Tuchel. Et il y a beaucoup de coachs où c'est du coaching homme à homme, où finalement, tu as très peu d'ajustements en termes d'animation ou de système. Thomas Tuchel est tellement un coach proactif. Ici, changement à la mi-temps, entrée de Bukayo Saka, d'Eberechi Eze, qui recule Bellingham. C'était pas un bon choix. Il n'a pas fait que des bons choix sur ce match-là. Et reculer Bellingham de sa zone préférentielle, de son poste de 9,5 en soutien d'Harry Kane, cet attaquant exceptionnel, attaquant de surface, c'était pas un bon choix. Mais l'entrée de Bukayo Saka, elle est excellente, elle change beaucoup de choses dans la menace offensive de cette Angleterre. Ici, 71e, entrée de Rich James et switch entre Stones et Konsa. Stones a été un petit peu moins en danger que Konsa. Rhys James, qui peut jouer soit dans le double pivot, soit latéral droit, a permis à Bellingham de retrouver sa position de numéro 10, de 9,5, de décaler Eberechi Eze aussi. Mais sans Anthony Gordon, il t'a manqué un joueur de course. C'est changé sur la fin de match. Ce joueur de course, ça sera Jed Spence qui rentre au poste de latéral gauche, qui fait une entrée exceptionnelle. Morgan Rogers aussi rentre. Ça permet à Rhys James de retourner sur le côté droit. Morgan Rogers, ça sera celui qui est à l'origine du deuxième but anglais, du doublé de Bellingham avec cette frappe lointaine. Et coaching gagnant de Thomas Tuchel, qui a très bien lu le match et qui a aussi très bien lu ses erreurs. À quel point son coaching, quand il est pas gagnant, il a cette capacité à se réorganiser, à corriger ses erreurs assez rapidement. Et il l'a plutôt très bien fait sur ce match. Et on termine avec la fameuse, quand il faut gérer un score, quand il faut résister pendant un gros quart d'heure, l'entrée de Dan Burn, cette défense à 5. Et Dan Burn nous a encore sorti une fin de match exceptionnelle. Lui qui a remplacé Jude Bellingham, la star absolue de l'équipe. Mais Dan Burn est tellement excellent dans ses configurations de match que il faut sortir n'importe qui pour faire entrer Dan Burn. Et comme un symbole, la dernière seconde, il sera encore là pour prendre 30 cm de haut sur Martin Odegaard, dégager ce ballon de la tête. Quel joueur dans le domaine aérien, c'est exceptionnel ce que fait Dan Burn. Et ce coach, son coaching me fait peur. Ses lectures de match me font peur. C'est aussi dû à la construction de son effectif. On sait qu'il a fait des choix très très forts. Pas de Trent, pas de Cole Palmer, pas de Phil Foden. Il a des profils qu'il souhaite. Il a un effectif assez complémentaire et des profils variés pour s'adapter à tout un tas de configurations de match et pour pouvoir faire les choix adaptés à ce qu'appelle le match. Thomas Tuchel est très très bon là-dessus, fait une très bonne Coupe du Monde sur cet aspect, ce qui n'est pas forcément le cas de ce monsieur. On le dit, à chaque fois que l'Argentine s'en sort,
c'est soit par Léo Messi, soit par sa force mentale et cette capacité à rendre la victoire presque inéluctable. Mais finalement, les victoires de l'Argentine n'ont absolument pas le visage de Lionel Scaloni. Et je pense que son coaching en est un peu la preuve face à la Suisse, où tu galères. Premier changement, 78e, c'est tellement tardif, tellement pas proactif. Et puis ces changements sont tellement prévisibles, tu as l'impression qu'en fait, il a sa liste. C'est comme quand tu vas faire les courses. Avant d'aller faire les courses, tu fais ta petite liste. Et ben avant le match, Lionel Scaloni fait sa liste et puis il s'adapte pas du tout à la configuration du match. Tu sais que Nico Gonzalez, c'est très souvent son premier remplaçant, le mec qui va t'amener un peu de course, un peu de percussion, c'est toujours lui qui rentre. Gonzalo Montiel, on sait qu'entre Molina et Montiel, c'est deux joueurs assez homogènes, assez proches. Tu sais qu'il y en aura un, que l'un va remplacer l'autre. Lautaro, tu sais que pareil, entre Julian Alvarez et Lautaro, c'est très proche, que l'un va forcément arriver sur le terrain au bout d'un moment donné. Thiago Almada, depuis qu'il a été sorti du 11, à chaque fois il rentre sur le terrain parce que tu te rends compte que tu manques un petit peu de créativité de ce joueur interligne. Ça a encore été le cas. Nicolas Otamendi a très souvent le droit à ses minutes en fin de match quand il faut fermer le match, quand il faut aller verrouiller un résultat. Finalement, c'est pas du coaching proactif, pas du coaching adapté à la configuration de match, pas du coaching pour impacter l'adversaire, le mettre dans les cordes, le surprendre. C'est du coaching prévisible, du coaching préétabli et pas du coaching qui me convainc. Et je pense que là-dessus, peut y avoir un vrai sentiment de out-coaching, comme on dit en NBA, en basket. Un coach qui va véritablement prendre le dessus sur l'autre dans les choix qu'il fait, dans les rotations qu'il fait. Et Scaloni, on avait un petit peu parlé, je crois, il y a quelques années, du fait qu'il y avait une très forte attache émotionnelle avec le groupe de 2022 qui allait chercher la Coupe du Monde. Quelle dinguerie en vrai pour l'Argentine qu'il n'avait pas eu depuis des décennies. Et Scaloni, tu le vois, a du mal à se dépêtrer des statuts, de l'attache émotionnelle qu'il a avec ses joueurs de 2022. C'est un coach très humain, très proche de ses joueurs et ça peut le desservir. Et tu vois que là, il est emprisonné dans des statuts qu'il a beaucoup de mal à s'en défaire et ça joue sur son coaching, sur l'impact qu'il a sur ses choix d'hommes, que ce soit avant ou pendant le match. Et ce qui n'est pas le cas de Thomas Tuchel, qui est arrivé il y a 1 an, qui a fait des choix forts, qui n'a pas hésité à mettre des cadres supposés dehors, ne pas les emmener au mondial. Et ça paye sur l'impact du coaching qui peut avoir. Attention à cette question, ce rapport de force aussi sur les bancs qui peut tourner à l'avantage de l'Angleterre. Mais ok, ça c'est les bancs, il y a des joueurs sur le terrain, c'est l'heure des joueurs à suivre. Et comment ne pas parler de lui, de cet homme, Jude Bellingham, la Coupe du Monde de MVP, il est en lice pour aller chercher le titre de meilleur joueur, aller chercher cette Coupe du Monde en étant le plus grand joueur de cette Coupe du Monde. Il est parmi les plus décisifs, c'est le seul joueur qui n'est pas neuf à faire partie de cette liste. Il y a Kylian Mbappé, Lionel Messi, Erling Haaland. Il a marqué autant de buts qu'Harry Kane. Ça, avant la Coupe du Monde, on n'était même pas sûr que Jude soit un cadre absolu de cette équipe. Fallait l'annoncer. Il est juste derrière Kylian Mbappé, Messi, Haaland qui font des Coupes du Monde exceptionnelles, qui sont numéro 9. Lui fait une Coupe du Monde aussi insensée. Et on parlait d'une équipe, une capacité de se sortir de n'importe lequel de ses bourbiers. Lui, il y est pour beaucoup. Doublé face au Mexique, doublé face à la Norvège. Quand l'altitude augmente, quand on a besoin de lui, Jude répond présent. Et sa qualité dans la surface pour un milieu de formation est absolument dingue. On en avait parlé de ce but face à la Norvège. La prise de balle assez folle là, avec énormément d'espace entre les deux appuis pour laisser penser qu'il va laisser passer à Bukayo Saka. Le changement de rythme, il se crée l'espace, il frappe, il croise, il marque. Ici, la frappe lointaine de Rodgers. Qui c'est qui va suivre? Qui c'est qui va mieux lire la situation parmi les 10 mecs qui sont dans la surface? C'est Jude Bellingham qui va anticiper ce ballon mal repoussé par Nuland et ça va au fond pour Jude Bellingham. Ici, face au Mexique, Bukayo Saka a le ballon. Jude Bellingham est très loin. Il est à 25-30 mètres de la surface. Il y a 1, 2, 3, 4 Mexicains qui sont entre lui et le ballon. Sa course va être parfaite dans l'angle mort des défenseurs mexicains pour attaquer ce second poteau, la mettre au fond, ouvrir le score pour l'Angleterre d'une superbe tête plongeante. 2 minutes après, il fait la passe ici sur le côté à Harry Kane. Il sera encore là dans la zone intermédiaire entre le gardien et la défense pour finir. Il a une capacité à timer ses appels et aussi à doser ses appels, c'est-à-dire à déclencher au bon moment et à choisir aussi la bonne vitesse au bon moment, pas toujours être à fond, pas toujours trottiner, pour arriver à chaque fois au bon endroit, au bon moment. Et ici encore, c'en est la preuve, il va parfaitement conclure.
Ça fait 2-0 face au Mexique. Il est même impactant dans l'autre surface. Ici, énorme sauvetage devant Jordan Pickford. Ça, c'est un triplé. C'est un triplé pour Jude Bellingham. Capacité à sortir de la pression, à éliminer individuellement. Je vois pas mal de trucs émerger comme quoi Jude, ce serait qu'un joueur de stats. Non, sur cette Coupe du Monde, non, c'est pas qu'un joueur de stats. C'est un joueur aussi de jeu qui fait énormément de différences individuelles pour résister à la pression, pour décrocher, pour prendre ses responsabilités. Regardez, le festival qu'il fait ici, pour casser la pression de 3 Mexicains et ouvrir des espaces. Joueur aussi de volume défensif. Ici, 94e, à 11 contre 10. Il est en mission, toujours la main sur les genoux pour aller mettre la pression, pour résister face à ce Mexique. Puis quel leader. C'est Harry Kane le capitaine, mais je crois que le vrai capitaine, le véritable leader de cette équipe, morale et vocale, il est là. Et même par l'exemple aussi, en termes d'effort, de rendement sur le terrain, de niveau de jeu. Quel leader absolu. Et il a que, je sais pas, 23, 22, 23 ans. Qu'est-ce que ça va être dans 5-6 ans à la prochaine Coupe du Monde? Jude a fait une Coupe du Monde immense sur tous les aspects, avec et son ballon, statistiquement, dans le leadership. C'est le symbole de cette force mentale aussi, de cette Angleterre. Mais lui a le talent en plus par rapport à ce qui est montré collectivement par l'Angleterre. Et quel joueur de grande compétition. Coupe du Monde 2022, que 19 piges. Il fait déjà une sacrée Coupe du Monde, en tout cas très intéressante. Euro 2024, si l'Angleterre va en finale, il en est pour beaucoup, pour énormément, et notamment sur ce 8e très 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 compliqué face à la Slovaquie. Et puis que dire de cette Coupe du Monde où il est à un autre niveau, un niveau de MVP, un niveau de... Si la Coupe du Monde, si le Ballon d'Or se jouait sur la Coupe du Monde, c'est un potentiel Ballon d'Or. Là, il y a trop de prétendants entre les Français, les Parisiens, Michael Olise, Harry Kane. Il y a trop de prétendants pour prétendre au Ballon d'Or quand t'es Jude Bellingham. Quoique, s'il met triplé face à l'Argentine et qu'il offre la Coupe du Monde en finale, peut-être qu'on reverra les débats, mais en tout cas, pour le moment, c'est pas un prétendant Ballon d'Or. Mais si le Ballon d'Or se jouait sur la Coupe du Monde, Jude Bellingham en serait un clair prétendant. Et il montre encore une fois que c'est un véritable joueur de grande compétition, un joueur de sélection. Et ouais, qu'est-ce que c'est beau à voir un joueur de sélection. Et Jude Bellingham en est très clairement un. Quelle grande Coupe du Monde. Et il doit maintenant confirmer. Dans le dernier carré, façon champion du monde au titre. Ok, tu fais une immense Coupe du Monde, mais si tu te loupes face à l'Argentine, est-ce que c'est pas d'abord ça qu'on retiendra de ta Coupe du Monde? Ok, tu as fait tes stats face au Panama, face au Mexique. Ok, immense match. C'était que le Mexique, rien à voir avec l'Argentine. Ok, tu as sorti de l'Angleterre du bourbier norvégien, mais là, on passe encore un step en termes de statut. Est-ce que tu es capable de maintenir ce niveau de jeu exceptionnel face à l'Argentine, d'être cette incarnation de ton équipe? Réponse, le 15 juillet, 21h, pour Jude Bellingham. Véritable joueur de compétition, comme mon joueur à suivre côté argentin. Alors, on aurait pu parler de Léo Messi, mais en fait, vu qu'on en parle à chaque débrief, qu'on a déjà tout appris autour de Léo Messi, son rôle, comment l'équipe est organisée autour de lui ou quoi ou qu'est-ce, pas trop besoin, pas ultra pertinent de revenir dessus, mais évidemment, côté argentin, s'il y a un joueur à suivre, c'est lui, parce que l'équipe est construite autour de lui. Mais mon véritable joueur à suivre au-delà de Léo Messi, c'est Leandro Paredes. Oui, ce monsieur de 32 piges qui joue désormais à Boca Juniors qu'on avait totalement perdu de vue, fait une excellente Coupe du Monde lui aussi. Alors pas à la hauteur de Jude Bellingham, mais Leandro Paredes était pas disponible au début de la compétition. De retour de blessure, et cette entrée face au Cap-Vert qui a tellement apporté, a changé sa Coupe du Monde et a aussi un peu changé la Coupe du Monde de l'Argentine parce que, ok, l'Argentine encaisse énormément de buts, même avec Leandro Paredes. Mais je pense que s'il n'y a pas de Leandro Paredes sur le terrain, l'Argentine, on n'en parle pas aujourd'hui. On fait la preview, je sais pas, d'Angleterre-Égypte, d'Angleterre-Suisse, mais pas d'Angleterre-Argentine. Et Leandro Paredes est tellement excellent. Derrière Léo Messi, c'est à chaque fois, je pense, le meilleur Argentin qui est sur le terrain. Il a un rendement statistique exceptionnel. Là, c'est comparé aux autres milieux de cette Coupe du Monde par 90 minutes. L'impact sur le jeu avec ballon de son équipe, il est très haut. Et regardez, l'impact à la construction sur toutes les métriques de passes des amis de Data Scout, il est tout en haut. Et il y en a une qui est marquante, c'est les passes réceptionnées. Il est à 93 passes réceptionnées par 90 minutes, plus d'une passe par minute réceptionnée par Leandro Paredes. Le deuxième, Enzo Fernandez, il est même pas à 60. Il y a tellement tous les ballons qui passent par lui. La construction basse de l'Argentine est organisée autour de Leandro Paredes et c'est la clé de voûte.
de ce 4-4 de losange. Il a un impact individuel très fort avec et sans ballon, parce qu'aussi sans ballon, c'est un vrai stabilisateur. Je trouve qu'il a apporté beaucoup de stabilité et un petit peu moins d'exposition à la perte. Il ne peut pas masquer toutes les lacunes collectives de son équipe, et c'est pour ça qu'elle continue de concéder beaucoup. Mais sans Leandro Paredes, je pense que l'Argentine concéderait encore plus. Et il a aussi libéré offensivement des McAllister, des Enzo Fernandez, qui ont un bien meilleur rendement depuis que Leandro Paredes est arrivé sur le terrain. Ouais, petit game changer, petit factor X en vrai. Leandro Paredes, joueur qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau-là sur cette Coupe du Monde. Et il change beaucoup de choses. Et il va devoir encore faire un immense match. Parce que dans sa zone, il y a ce monsieur. Il y a Jude Bellingham. Il y a le meilleur joueur adverse, peut-être le meilleur joueur de cette Coupe du Monde qui sera dans sa zone. Et on a vu la qualité de déplacement de Jude Bellingham, la capacité à sortir de la pression, à éliminer en 1 contre 1. C'est un immense challenge pour Leandro Paredes en 2026 de limiter l'influence de Jude Bellingham. Est-ce qu'il en est capable? Je ne sais pas. Mais c'est peut-être l'Argentin qui en est le plus capable. Et sa Coupe du Monde est une très bonne surprise. Est-ce que quand l'adversité va encore augmenter, il va être en capacité de répondre? C'est toute la question qu'il y a autour de Leandro Paredes. Et vous l'avez vu, il y a beaucoup de questions. Je finis beaucoup de points autour de l'Argentine en disant c'est toute la question, parce que j'ai beaucoup de questions, d'interrogations autour de cette équipe. Et ça va se ressentir dans mon prono. Si vous avez bien écouté cette preview, si vous m'écoutez même sur l'Argentine depuis 2-3 matchs, depuis la phase d'élimination directe, vous savez que je suis vraiment pas convaincu par cette équipe. Que sur le power ranking des quarts de finalistes, avant l'écart, je disais que c'était peut-être la 6e des 8 équipes qualifiées. Je crois qu'on avait fait le classement. On avait mis Suisse 8, Belgique 7, Argentine 6, Maroc 5, Norvège 4, Angleterre 3, Espagne 2, France 1. Bah, je change absolument pas ce power ranking. Chez les demi-finalistes, je mets toujours la France 1, l'Espagne 2, l'Angleterre 3, l'Argentine 4. Et même si sur le papier, l'Angleterre est au-dessus de l'Argentine, ça ne veut pas dire que dans mon esprit, elle va gagner, parce que tu peux avoir des questions de profil d'équipe, d'opposition de style, et une moins bonne équipe, en appuyant sur cet aspect, peut battre l'Angleterre. Mais on l'a dit, l'Angleterre peut aussi appuyer sur les énormes faiblesses de l'Argentine. L'Angleterre peut dominer cette Argentine sur la bataille du tempo, dans la bataille du coaching, dans les ajustements au fil du match. Et c'est pour cette raison que je pars sur l'Angleterre. Je vois l'Angleterre au-dessus de cette équipe d'Argentine. Pas de beaucoup, parce que déjà c'est l'Argentine. Parce que l'Argentine, ok, elle gagne à chaque fois en étant à l'arrache, à la limite. Mais c'est aussi une équipe qui, tu peux le voir dans l'autre sens, est impossible à battre. Personne n'a battu l'Argentine. L'Argentine, si on compte les prolongations, a gagné absolument tous ses matchs de cette Coupe du Monde. Il n'y a que la France jusqu'ici qui a gagné tous ses matchs, si on compte les prolongations incluses. Donc ouais, cette Argentine n'est pas du tout à sous-estimer. On n'a pas dit beaucoup de bien sur cette preview, mais c'est une équipe qui est très difficile à battre, qui a peut-être le meilleur joueur de cette Coupe du Monde dans ses rangs, qui est très bien construite autour de lui, mais qui, quand tu vas la chercher, quand tu la sors de sa filière de jeu, peut être en immense danger. Et je crois cette Angleterre plus complète, plus forte globalement, collectivement, et capable d'emmener l'Argentine dans une autre filière de jeu, de la sortir de ce qui fait la force de l'Argentine et de l'emmener sur un terrain beaucoup plus propice à la performance anglaise, raison pour laquelle je vais partir sur l'Angleterre, qui sera donc au rendez-vous le 19 juillet, soit face à la France, soit face à l'Espagne. J'ai fait mon petit prono dans la preview, j'ai dit sur le papier la France est une meilleure équipe que l'Espagne. Mais je l'ai dit aussi, c'est pas parce que sur le papier que t'es meilleur que mon prono va me faire dire que tu vas passer. Donc je vous laisse aller voir la preview de France-Espagne si vous ne l'avez pas vue. Elle est sortie hier, aujourd'hui au moment où j'enregistre. Et nous on se retrouve donc pour parler de cette demi-finale. Le prochain rendez-vous, ça sera le débrief de France-Espagne qui sortira au coup de sifflet final. Quel immense match, les deux meilleures équipes du monde qui vont s'affronter. Et on sera évidemment là aussi pour débriefer ce Angleterre-Argentine. Et on fera après ça la preview de la finale. Là ça va, le rythme est retombé. Et avant il y avait beaucoup de quantité. Là, il y a beaucoup moins de quantité, mais la qualité est au rendez-vous. Les 4 meilleures équipes sur le papier du monde sont au rendez-vous des demi-finales. Et ça nous augure un dernier carré qui va être légendaire, historique, mythique. Et je ne peux pas croire que cette Coupe du Monde, avec des scénarios aussi exceptionnels, puisse s'arrêter là, au stade des demi-finales. Je crois qu'on peut encore franchir une dimension. Et en tout cas, je le souhaite, parce que ce serait
parfaitement dans la lignée de ce qu'on vit depuis un mois. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vos clés du match, votre prono, vos joueurs à suivre, me faire un retour aussi sur ce que j'ai pu dire. Comme d'habitude, on continue d'échanger dans les commentaires. Vous êtes de plus en plus nombreux, toujours aussi bienveillants, toujours en envoyant énormément de force, énormément de soutien. Merci à tous. Cette Coupe du Monde est top et c'est aussi grâce à vous parce qu'on la partage de manière très très bienveillante et de manière très très cool. Donc merci à tous pour la force. Nous on se retrouve pour le débrief de France-Espagne. Je vous laisse aller voir la preview si ça n'a pas déjà été fait. Merci aux fidèles, bienvenue aux nouveaux et à la prochaine. Salut à tous.